Hey. Hey Mélo, Hi. ça va? Yeah. C'est samedi aujourd'hui, Oui. mais on Oui. se retrouve quand même. Oui. Cette semaine, j'ai eu du mal à savoir quel jour on était. Bon, ça a été une semaine intéressante. Alors, des fois, je me dis, on est quel jour? C'est vraiment ça que j'allais te poser aujourd'hui comme question. Comment se sont passés tes examens? Ben, on verra quand j'ai les notes. Il en reste encore un, mais celui d'hier, c'est ça, je suis très, très nulle en maths et je ne le cache pas. Je ne dis pas ça parce que les filles, c'est nul en maths. Juste, moi, personnellement, je suis nulle en maths. Et c'était un examen avec beaucoup de mathématiques. Et la fille en avant de moi a commencé à pleurer au milieu de l'examen. Donc, je me suis dit, OK, il y en a qui vont moins bien que moi. Et même si c'est pas bien, ça me rassure. Mais je souhaite une note de passage et ne plus jamais reprendre ce cours. Et voilà. Hier, je pense que c'est hier où tu as partagé une story avec ton début d'examen. Et je pense avoir reconnu des identités remarquables. Le A plus B au carré. C'est ça? Tous ces trucs-là. C'est l'index Gini. Ok. Voilà, pour l'égalité dans les pays de... Je sais plus... I don't know, I don't care. J'ai littéralement comme dû me rappeler de 50 différentes formules et je veux toutes les oublier. Voilà l'intérêt de l'université. Voilà. Non, c'est faux, c'est carrément faux. Non, c'est juste... À part s'il y ça, a des profs qui écoutent... Et il y a actually quelqu'un qui m'a écrit, genre, allô, on s'est jamais rencontrés, mais j'aime ce que tu postes sur les réseaux. En fait, je suis enseignante et ça, c'est vraiment pas pédagogique. Il y a des recherches qui le prouvent, donc ne faites pas ça à vos élèves, OK? S'il y a des profs qui écoutent, demandez pas de se rappeler de formules quand juste donner la formule elle-même te donne pas la réponse à la question anyway. Je dis juste, si quelqu'un utilise une calculatrice, comme si ton comptable dit non, je n'utilise pas de calculatrice pour faire tes taxes parce que j'aime tester mes connaissances, run away! Bon, voilà, c'est mon disclaimer. Le conseil de début d'émission. Aujourd'hui, on a une émission chargée. On est un peu plus tôt que d'habitude, mais un jour après. Ouais, c'est ça. Bon, un peu plus tard, du coup, globalement. Le temps, c'est élastique. Exactement, dirait Einstein. Mais on voit que les maths et les sciences, c'est quelque chose qui... Ça m'intéresse, c'est juste que je suis pas bonne. C'est différent. Ok, donc tout est relatif, on est d'accord. Voilà. Ce qui est pas relatif, ça va être cette émission d'aujourd'hui où il y a pas mal de choses. On va retrouver bien sûr dans les actualités internationales notre retour sur l'actu. C'est chargé, il y a pas mal de choses. Ensuite, on ira voir Olga pour les actualités africaines qui sont bien nice cette semaine. Pas mal de choses intéressantes, d'autres un peu moins nice, on va dire. Mais c'est varié. On va dire ça. C'est varié. Ouais. Et en deuxième partie d'émission, on retrouvera Sébastien Labelle, qui est le directeur du Bus Stop Theater ici à Halifax. Il sera en plateau avec nous. Donc, si je décroche un moment, c'est pour ouvrir la porte. Donc, c'est pour vous prévenir. Et du coup, directeur du Bus Stop Theater, qui est une des places de la culture vraiment nice et alternative à Halifax. C'est une coopérative, ce qui est important à mentionner aussi, parce qu'il n'y en a pas assez. Exact. Et il s'occupe notamment du festival Maywork, qui est en gros peut-on le dire comme ça, à la gloire des travailleurs. C'est dans le cadre du 1er mai. Puis on va parler de ce festival donc, qui souligne les travailleurs et aussi qui a des fois des workshops pour aider les travailleurs. C'est ça. Voilà. Le tout à Halifax. Et du coup, c'est nice d'avoir aussi des interlocuteurs francophones. Ouais. Parce qu'en fait, on est plein de francophones, même dans les milieux minoritaires comme ici à Halifax, et donc c'est nice. Je te propose de partir sur les actus. Oui, il y en a pas mal, donc on peut... on peut enchaîner. On peut commencer. Alors, on va commencer par un retour sur l'actu classique, comme on fait d'habitude. Là, on va se concentrer sur l'actualité internationale, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, notamment les grands équilibres internationaux. Ensuite, les vaches brûlent. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle, mais nous, ça nous interroge sur la question de l'élevage intensif. Et notamment, ce qui se passe dans ces élevages intensifs. Enfin, moi, je vais plutôt parler de la France qui brûle aussi, qui s'apprête à brûler. C'est un peu notre fil rouge, on le reconnaît. Moi, je suis français, toi aussi, tu es française. J'aspire peut-être à avoir une retraite un jour. C'est un sujet qui me parle personnellement et je sais que où qu'on soit autour du monde, se poser la question de qu'est-ce que sera ma fin, pas ma fin de vie, tu vois, mais en gros, le moment de la vie où je vais être un peu tranquille et j'aurai pas à répondre à un patron. Oui, ta fin entre guillemets de carrière. Exact. Tu peux continuer à faire des choses, évidemment. La retraite n'est pas une fin finale. Exact. Mais... Et la plupart des gens continuent à faire des choses. Donc ça, super intéressant de voir ce qui se passe parce qu'on a un bras de fer qui est engagé en France, on va aller en parler un petit peu.
Ensuite, il se passe beaucoup de choses autour de l'Égypte. Oui. Alors, c'est plus pas en Égypte, mais c'est à propos de l'Égypte et de son histoire. 2 nouvelles cette semaine qui sont sorties, 2 réactions. Ouais. On en parle après. Enfin, on ira voir Olga et puis on clôturera avec les bonnes nouvelles comme d'habitude. Ouais. Je pense que c'est nice comme truc. Alors, retour sur l'actualité. Est-ce que tu as... j'arrive pas à me voir. Oh, C'est les 40 heures au Chili. Oui. Yeah. Alors ça, je peux en parler un petit peu. Le Chili, pour ceux qui se demandent où c'est, le Chili est un pays d'Amérique du Sud. C'est un des pays, je pense, les plus longs au monde. Ouais. Vraiment, il longe toute la cordillère... J'aurais dû mettre une carte. Il longe toute la cordillère des Andes. Et c'est surtout que c'est un pays qui a subi une dictature horrible à partir des années 1973. Et notamment la dictature de Pinochet. Dictature qu'on pourrait appeler de... Pas vraiment... Elle est vraiment étrange par rapport à d'autres dictatures parce que c'est l'endroit au Chili où on va tester le néolibéralisme. Yep. Et surtout, on va le tester, c'est-à-dire que Salvador Allende, qui était le président élu du Chili, s'est pris un coup d'État dans la tronche. Un coup d'État qui a été supporté par les États-Unis à travers la CIA. Yep. Donc quelque chose qui est vraiment pas fou. Et le but, ça a été de tester le néolibéralisme dans un autre pays pour voir ce que ça donnait. Et le néolibéralisme, c'est... On essaie de supprimer un maximum l'État, globalement, pour créer des relations uniquement entre personnes et entreprises. C'est-à-dire, on considère que la société n'existe plus, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il y a des individus qui sont sur un marché. Voilà. Et c'est à eux de se vendre, d'acheter des marchandises, etc. Donc ça a été testé au Chili et ça a donné des... ce que ça peut donner, le néolibéralisme, c'est-à-dire des... mais à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça pouvait donner, tu vois. Enfin... Si on le savait, si on est un peu marxiste, c'est exactement ce que ça va donner. Mais bon, c'est un test, c'était plus facile de tester ça chez les voisins que chez soi. Donc, exactement. Et ce test a donné des inégalités énormes. Par exemple, entre Santiago et puis d'autres parties du pays comme Valparaiso, etc. Il y a vraiment d'énormes disparités entre les riches et les pauvres. Yep. Et le néolibéralisme a vraiment éloigné et a surtout fait que les groupes minoritaires qui ne pouvaient pas se défendre, comme les autochtones, qui sont énormément nombreux en Amérique du Sud, et voilà, il y a vraiment des gros problèmes qui sont liés à ça. Cette constitution... Puis avec le fait qu'ils ont... donc, ils étaient en état de crise, ils avaient besoin d'argent. Donc, tu fais des emprunts à, par exemple, le Fonds monétaire international et toutes ces entités. Et eux, ils disent... OK, mais seulement si tu le fais, si tu dépenses cet argent avec X différentes dans certains buts, différents règlements, différentes ententes qui en fait forcent le néolibéralisme. Donc tu peux pas utiliser cet argent pour la sécurité sociale. Sociaux, c'est etc. Ça. Non, effectivement. Donc tu es obligé de réformer ton pays de façon néolibérale pour avoir accès à de l'argent que les pauvres auraient besoin, mais c'est ça. Voilà. Donc, ça a été fucké pendant un certain temps. Il y a, en 2020 ou en 2021, enfin, la constitution du pays qui avait été mise en place par Pinochet, le dictateur, qui a fait des choses horribles au Chili, a pris fin. Et le peuple était en consultation pour écrire sa nouvelle constitution. En gros, les règles communes qui vont lui permettre de refaire société, de recréer un pays, etc. On sait qu'il y a beaucoup de luttes internes, parce que les riches sont pas trop d'accord. Du coup, comme ils possèdent les médias, ils font genre... Ils instrumentalisent un peu ces médias pour dire non, faut pas une nouvelle constitution, il faut garder un peu nos principes qui font que vous êtes pauvres et puis que nous on est riches, puis c'est cool. Donc voilà. Et là, il y a une bataille quand même qui s'est menée sur la question du travail, qui est la question du nombre d'heures par semaine. Et il y a assez peu de pays en Amérique du Sud qui ont les 40 heures. Donc ça, c'est une énorme victoire pour les travailleurs. Et vous savez quelle classe de travailleurs ça va toucher le plus ? C'est les gens qui étaient à des heures par semaine gigantesques. Et ces gens-là, c'est les serviteurs des riches. Oh, wow. Qui, eux, du coup, sont au service tout le temps, mais qui, du coup, vont devoir avoir un emploi déclaré avec des heures maximum. Et donc, ça fait que les travailleurs qui étaient au service des riches, tu vois, comme les gardes d'enfants, comme les femmes de ménage, les cuisiniers, etc., ces gens-là vont avoir des conditions de vie vraiment améliorées maintenant. Mais qu'est-ce que les riches vont faire s'ils ne peuvent pas dépendre de quelqu'un 24 heures sur 24? Oh non! Ils vont devoir travailler un petit peu aussi. Et travailler pour eux-mêmes en plus. On ne leur demande pas d'aller à l'usine, quoi. Bref, donc voilà, super bonne nouvelle.
La deuxième nouvelle dont je voulais parler, c'est il y a un rapport qui est sorti en France sur ce qui se passe dans les garderies, donc qu'on appelle les crèches en France. Ce rapport est assez violent et assez révélateur de ce qui se passe dans les services publics ou les services aux personnes. Et c'est un rapport que je trouve vraiment très intéressant parce que je vous invite à aller le lire ou au moins à aller lire les quelques lignes et les conclusions. Mais il y a quelque chose de problématique avec ce rapport, c'est que l'organisme social qui a consulté toutes les crèches et les garderies en France pour voir quel était un peu l'état, ce rapport s'inspire d'un autre rapport qui a été fait, qui lui était fait sur les EHPAD. Donc les EHPAD, c'est les maisons de retraite ou les maisons de soins de longue durée, qu'on appellerait par exemple ici au Canada, et qui montre la situation désastreuse, notamment dans les centres qui font un maximum de bénéfices. C'est-à-dire qu'on préfère rogner sur les repas des vieux, tu sais, que sur les bénéfices de ceux qui possèdent ces choses-là. Donc, on est encore dans la question du libéralisme et du néolibéralisme, tu vois. Et là, on se rend compte que dans le secteur des crèches, c'est un peu pareil. Ce qui est dérangeant avec ce rapport, c'est que ce qui a été mis beaucoup en avant dans la presse, c'est surtout la maltraitance qui est faite aux enfants par les professionnels et qui ont... Et en fait, la manière dont ça a été tourné dans la presse, c'est que c'est des problèmes individuels. C'est-à-dire, il y a 2000, 3000 mauvais salariés, mauvais travailleurs, et on interroge assez peu la violence que subissent ces travailleurs, parce que, par exemple, les taux d'encadrement sont juste gigantesques. Quand c'est un professionnel pour 8 enfants, en crèche ou en garderie, imagine, quoi. Enfin, moi, je défie n'importe qui. Je sais pas comment... Je sais pas comment tu fais. Comment veux-tu être bienveillant quand tu dois prendre soin de 8 enfants qui... Donc, tu peux l'être au fin fond de toi-même. Seulement, bien sûr. Tu dois gérer ta propre vie. Tu as ça à faire 8 heures par jour. Et les 8 enfants, ils sont pas calmes tous les 8 en même temps. Où il n'y en a pas un qui est pas content et les autres, ça va. C'est ça. Je n'excuse pas du coup la maltraitance, absolument pas. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut sortir par le haut, que ce soit dans ce qu'on va appeler les métiers du soin, que ce soit pour les petits-enfants, mais aussi pour les personnes âgées, c'est que il va falloir mettre des moyens dedans, payer mieux les gens et avoir plus de gens aussi. Absolument. Ça va être une nécessité. Et c'est dans les conclusions du rapport, mais je trouve que le rapport, c'est vraiment focus sur la maltraitance. Et donc, du coup, ça détourne vraiment le sujet. Il faudrait qu'on pense vraiment à cette question-là, plutôt que rester stuck sur, effectivement, des comportements horribles. Oui, il y en a, mais c'est systémique. Puis, c'est toujours la question de est-ce que tu craques parce que tu gères mal tes choses. C'est très possible qu'il y ait des mauvais éducateurs, là, je le dis pas. Mais peut-être que si on te donne des mauvaises conditions de travail tous les jours non-stop, en plus dans un emploi où t'es hyper responsable, t'as pas le choix d'être responsable. Si t'es pas responsable, c'est des enfants qui deviennent les perdants. C'est ça, il y a un moment où tu vas craquer, il y a un moment où tu t'en peux plus et que tu vas faire des choses que tu regrettes. Est-ce de la responsabilité du travailleur de craquer ou de ne pas craquer, ou est-ce de la responsabilité du système lui-même et de l'employeur, tu vois? En gros, le salarié, quel est, tu vois? Donc, en gros, j'aimerais bien qu'il y ait un rééquilibre sur la question du « ce travail est dur ». OK. Moi, ça a été un moment qui m'a fait rire cette semaine. Même si ça sort de quelque chose qui est pas cool. Mais en gros, donc, un peu partout dans le monde, les drag queens, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Ça convertit tout le monde à je sais pas quoi, ça traumatise les enfants, etc. Tout ça, c'est dit par clairement des gens qui ont jamais vu de drag queen en personne, ont jamais été à un show de drag queen, comprennent pas ce que c'est, etc. Exact. Comme j'ai entendu quelqu'un l'autre jour dire, t'as jamais vu le film Mrs. Doubtfire, et etc. qui était oui, c'est du drag. Ben oui, c'est un homme qui se déguise en femme puis qui fait un personnage différent. Wow. Anyway, donc au Québec, il y a Éric Duhaime qui est le leader du Parti conservateur du Québec, qui est juste un parti de droite profonde un peu perdu, mais qui gagne en popularité. Donc c'est surtout là où ça fait peur, où c'est quelque chose d'un peu fourre-tout de n'importe quoi, de pas content de la société, ça va là-dedans. Et il est sur une entrevue Facebook Live, donc déjà, je ne sais pas la qualité de ça. J'ai pas regardé le Facebook Live parce que franchement, écouter du Éric Duhaime pendant la semaine, même en général, ça m'intéresse pas. T'avais des maths à réviser, Mélo! T'avais des maths à réviser? Darn! Mais donc, voilà, ça s'est passé. Et on va mettre un extrait de Régine Laurent, qui est une
infirmière qui a une carrière super intéressante, mais qui maintenant fait un petit peu des chroniques, des interventions à une émission de nouvelles au Québec. Yeah. Et donc, je vais la laisser parler pour elle-même. Je vais juste donner un petit lexique. Donc, gueule, qu'elle va utiliser, ça veut dire gueule dans le sens ta bouche. Voilà. Je peux pas terminer sans parler de propos tenus par Éric Duhem et Michel Blanc hier durant un Facebook Live. Ils ont comparé les drag queens au blackface. Je leur dis une seule affaire. Trouvez-vous d'autres comparaisons, trouvez-vous d'autres arguments, sinon, vos gueules. Merci, Régine. Merci, Paul. Bon, OK. Donc voilà, je pense, j'ai pas de meilleur mot à dire là. C'est juste la nouvelle stupidité par rapport à ce débat-là qui. Tu sais qu'il y a une réaction que je trouve intéressante, c'est qu'il y a plein d'analystes qui disent oui, mais il y a beaucoup parmi les secteurs complotistes et anti-vax, etc. Il y a eu une sorte de lame de fond où on s'est rendu compte que pas mal de gens pouvaient être attirés par ces idéologies-là, tu vois. Or, maintenant qu'il n'y a plus de pandémie, qu'il n'y a plus de vaccins, il n'y a plus toutes ces conneries, enfin, il n'y a plus ces débats-là. Oui. Je n'ai pas dit ces conneries, je veux dire ces débats-là autour de ça. Il n'y a plus de grosses cibles pour animer, tu vois, ces groupes un peu d'extrême droite. Il faut le dire, tu vois, clairement. Et donc, il y a un détour vers de nouvelles causes et de nouvelles luttes. Et la nouvelle cause actuelle, c'est les dragues. Oui, c'est drague, transgenre, etc. C'est des choses qui sont dans le discours populaire. On en parle. Ça fait maintenant partie de... Je sais pas, il y a quelqu'un de non-binaire dans une série et c'est juste normal. Oh, j'ai frappé le machin, je suis désolée. Non, c'est correct, je le remets. Mais tu sais, c'est ça, il y a un personnage non-binaire, il y a un personnage trans, il y a des personnages publics qui s'affichent de cette façon-là. Donc, ça existe. Mais je le comprends pas, alors c'est mal. En gros, c'est ça, la réaction. Ça. Et c'est toujours la peur de l'externe, de la chose que tu connais pas, c'est pas bien. Puis, bon, ça, c'est pas juste d'exposer les gens à quelque chose qu'ils connaissent pas sans contexte, parce que là, tu vas juste dire, j'aime pas ça, je suis contre. Mais je pense que ça fait partie du... Le monde change, le monde fait peur, le changement fait peur. Et toi, tu es une personne qui vit sa vie, qui a l'impression de ne pas pouvoir avoir d'influence sur tout ce qui se passe. Alors, tu dis, ben au moins, je peux me rallier avec d'autres gens contre X choses. Et bon, la chose, c'est des gens et des humains qui font des affaires qui sont bien correctes. Mais ça te donne un sens à ta vie qui est rassurant. Et je pense que c'est là où c'est vraiment facile d'être dans ce camp-là et dire, oh, yeah, moi aussi, je suis contre ces gens-là. Viens avec moi, hein. T'auras des amis, en gros. Yeah. On sort aussi de la pandémie où beaucoup de gens ont perdu leurs amis, leurs relations. Littéralement, des gens sont décédés, donc t'as peut-être perdu une partie de ton entourage à cause de ça aussi. Les gens sont super seuls. Les statistiques de solitude, de gens qui sont célibataires, non par choix, mais par pas savoir comment parler aux gens, parce qu'ils l'ont pas fait pendant 3 ans. Yeah. Sont très hauts et je pense que ça nourrit cette juste haine de l'autre. Et quand t'as un autre que tout le monde déteste, ben tu te dis, ah, c'est facile, tout le monde d'autre l'aime pas. Donc, c'est pas moi le problème. Ça me fait penser au livre de Beck BD. On en parlera peut-être une fois, là. On en parlera peut-être une fois pour ceux qui l'ont pas vu passer, mais complètement, là. Putain, c'est exactement ça. Juste googler le dessus du livre, là. Ouais. C'est quoi? C'est itinéraire d'un hétéro un peu paumé? D'un homme blanc hétéro un peu paumé? Un peu... Dépassé. Dépassé, oh my god. Non mais... la couverture a l'air d'un mime. Non, mais ça l'est pas. Ça en est clairement. Voilà. Alors, je vous parlais rapidement de ce qui se passe. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'Amérique du Sud. Il y a eu plusieurs... La Chine a accueilli pas mal récemment de chefs d'État internationaux. Oui, ça a été Emmanuel Macron qui a fait de la marde là-bas, mais qu'importe. Là, c'est le tour de Lula. Lula, nouvellement élu président du Brésil, qui rencontre Xi Jinping. Les deux, faut pas se mentir, les deux font partie de ce groupe de pays qu'on appelle les BRICS, qui est composé en gros des gens qui sont pas dans le G7, donc dans les 7 pays qui ont les meilleures économies au monde, entre guillemets, ouais. mais qui sont juste en dessous et qui sont ultra balèzes. Yup. Et ils ont créé un club où ils se sont dit, mais en fait, les blancs occidentaux là-haut, là, enfin, sorry, mais c'est pas... Le monde existe aussi sans eux, et nous, on va devoir défendre nos intérêts en dehors
de ces cercles-là qui sont dirigés par les Occidentaux, tu vois, Yep. qui ont une vision monolithique du reste du monde, et cette vision ne nous prend pas, nous, vraiment en compte. Mhm. Du coup, bref, il y a les BRICS. Lula est reçu, et du coup, ça a donné vraiment un changement de ton dans la manière dont, justement, Lula... Alors ça fait chier un petit peu, clairement, parce que Lula, c'est un peu... Enfin voilà, ça apporte une dose d'optimisme au Brésil. Ouais, surtout Lui, après Bolsonaro. un militant, Yeah. travailleur, de gauche, qui lutte pour la forêt amazonienne, qui lutte pour tout un tas de choses intéressantes, ça. tu vois. Donc, t'as envie de te dire, tiens, voilà. Il rencontre Xi Jinping, et visiblement, sa position sur la question de l'Ukraine a pas mal évolué, et il appelle notamment, donc Lula appelle notamment les États-Unis à ne pas mettre d'huile sur le feu de cette guerre. Mhm. Mais je l'ai pas entendu commenter la question de l'invasion de l'Ukraine Non, par mais la c'est ça. Russie. Yeah. Du coup, je me dis, oui, t'as envie que personne mette de l'huile sur le feu, Yeah. mais t'as un pays qui est en train d'être envahi par un autre, Non, mais c'est ça. donc tu dois renvoyer au moins les gens dos à dos, au moins ça. Yeah. Enfin, et au moins dos à dos avec un agresseur et un agressé, tu vois. Non, Donc, mais c'est ça. Voilà, donc il se passe des choses chez les BRICS. Ça va être intéressant de souligner ça. On va rappeler une chose, c'est que BRICS dans la Russie fait partie. dont la Russie fait Donc, partie. Donc c'est- Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc du coup, vraiment, là, il y a la moitié du monde là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a la moitié de l'humanité dans 5 pays. Donc clairement, rappelez-vous une chose, on en avait parlé dans l'émission lors de la condamnation par l'ONU de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a la moitié du monde qui n'a pas condamné la Russie. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 2 sur Terre dont les représentants élus n'ont pas condamné directement cette agression. Le monde n'est pas si... En tant qu'Occidentaux, on a l'impression que y a un camp des gentils, un camp des méchants. Ouais. Et voilà, Ouais. faut élargir nos perspectives. Absolument. Et du coup, il faut aussi s'intéresser à ces questions-là en se disant comment se fait-il que des pays au bout du monde peuvent ne pas condamner une invasion de la même Yeah. manière. Je sais qu'il y en a une partie qui... Et je dis pas que c'est la bonne façon de faire du tout, mais il y en a une partie qui ont dit, vous avez pas réagi à nos guerres à nous. Exact, aux attaques qu'on a eues en Syrie. Votre guerre dans un pays en Europe, comme pourquoi est-ce que moi je devrais me positionner? Ce qui est fair, mais en même Yeah. temps... Exactement. Et alors quand... c'est quand même voilà. pas bien. Exactement. Mais voilà. Et enfin, pour finir ce tour d'actu, on parle des BRICS encore. L'Inde est devenue le premier pays en termes de population au monde avec 1,4 milliard millions d'habitants. Wow. Ça fait du monde. Yeah. Ça fait du monde. L'Inde, c'est densément peuplé, mais c'est pas... Enfin, tu vois, c'est le pays le plus peuplé au monde, mais ça va, tu vois. Non, mais ouais, mais il y a de la place. Non, mais oui, voilà, c'est grand, l'Inde. Il y a beaucoup de pays où c'est grand. Donc, c'est pas vraiment un problème. C'est juste que ça va changer dans nos ordres de grandeur en se disant la Chine a toujours été le pays le plus peuplé au monde et du coup maintenant c'est l'Inde. Oh, et l'Inde est une puissance mondiale qui est tellement sous-estimée. Et genre, c'est là où il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'innovation, il y a tellement d'innovation qui s'en vient. Innovation au sens très large. Mais je pense que c'est ça, il faut arrêter de se refermer sur les quelques exemples dont on est habitué. Non, mais Bollywood et tout. Non, mais ouais, exactement. Du coup, va falloir s'intéresser un moment à l'Inde parce qu'on est peut-être en train de vivre ce que la Chine a été dans les années 2000. C'est-à-dire, en gros, ce pays montant, vraiment puissant, qui développe son économie, qui s'ouvre sur le monde, même s'il était déjà ouvert en termes d'industrie, tu vois, mais qui, en gros, se met maintenant à occuper une place vraiment, vraiment importante. On joue aux échecs tout le temps. Sauf que là, il commence à y avoir de plus en plus de joueurs et qu'on les voit tous et que il faut faire gaffe les uns aux autres parce que des fois, ça prend des directions cheloues, tu vois. Je veux dire, sorry, mais Xi Jinping, voilà, c'est pas un exemple de ouf, tu vois. Et Modi en Inde, le premier ministre indien, voilà, c'est pas un ouf non plus, tu vois. Donc, Vladimir Poutine, c'est pas un ouf non plus. Enfin, je dis pas, tu vois, mais en gros... les BRICS, t'as l'impression... Et on a fait Bolsonaro au Brésil. C'est pour ça que ça m'étonne d'avoir des prises de position de la part de Lula qui sont un peu différentes. Bref, le monde change. Il faut rester concentré, essayer de comprendre. On avance ? Yep. Alors, les vaches brûlent, Mélo. Yeah. Yep. Alors, je vais commencer par une anecdote. OK. En France, je prends le point de vue français, mais... les agriculteurs, il y a une firme qui avait annoncé vouloir créer la ferme des 1000 vaches. Okay. C'est-à-dire, en gros,
une grosse production laitière, tu vois, de 1000 vaches. Et ça avait fait un tollé. C'est-à-dire que les gens avaient dit, mais c'est pas possible de bien traiter des animaux quand il y en a 1000. Ben oui. Puis en plus, ils ont expérimenté aussi les vaches à hublot, tu vois. T'as déjà vu ça ou pas? Yeah. T'as déjà vu, ouais. Yeah. Donc voilà, les vaches vraiment vues comme étant des... Ah ben c'est un objet total. Là. Exactement. C'est vraiment un truc de... Bref, de la production. Ouais. Et je me souviens que cette ferme des 1000 vaches avait déjà effaré énormément de monde et beaucoup de monde avait lutté contre cette ferme-là. Quand j'ai vu cette news-là, 18 000 vaches au même endroit et qui peuvent tous cramer. Genre, parce que tu te dis 18 000 vaches, bon, bah, il y a des champs, tu vois. Enfin, il y a des... Et là, tu te dis, il y a un incendie, une explosion et elles meurent toutes. Celles qui sont pas mortes vont probablement être... Attends, c'est quoi le mot que j'ai vu? Détruites. C'est des êtres vivants, là. Vont être détruites parce qu'elles seraient blessées et donc plus utiles. Donc, juste pour comme dire le vocabulaire aussi qui a été utilisé, c'est vraiment genre... C'est des outils qui font ça. Ah, il y a des voitures qui fonctionnent plus, elles seront détruites. Comme non, on parle de vaches, là, on parle de d'êtres, là. Sentients, qui sont conscients d'eux-mêmes, c'est genre qui vraiment de dégueulasse. Peur. Donc, en gros, la nouvelle, c'est que c'est au Texas, si je me trompe pas. Il y a eu donc une explosion à une ferme/exploitation, je n'aime pas dire le mot ferme, là, mais une exploitation gigantesque pour les vaches à lait, si je me trompe pas. C'était juste au niveau de l'industrie laitière. Mais ouais, les vaches, en fait, attendaient toutes d'être très, et il y a une explosion. Puis, anyway, si vous cherchez des vidéos, les vidéos sont atroces. Il y a littéralement le son qui vient avec. Mais c'est ça, c'est plus... S'il y a un livre que je peux recommander, puis il y a Hugo Clément qui a fait un livre qui est relié et... oui, je l'ai lu, chouche. mais non, mais c'était avant que tu saches que ce soit un facho, non? Oui, non, c'est ça. Mais genre, donc, si vous lisez pas en anglais, c'est ça que je veux dire. Il y a un équivalent à peu près qui, en fait, il quote genre la moitié du livre de toute façon, qui est Comment j'ai arrêté de manger des animaux, où il va vraiment dans l'idée des exploitations. C'est beaucoup plus européen, évidemment, parce que c'est ça ce qu'il fait en général. Mais ça donne une idée, mais c'est Eating Animals de Foer. Ça doit avoir comme 15 ans maintenant, mais c'est tellement un beau livre par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment comme... Le parcours de quelqu'un qui réalise que c'est pas aussi facile de juste changer sa façon de vivre parce que la nourriture fait partie de nos traditions, de nos souvenirs, de nos relations avec les autres. Mais en même temps, il va explorer tous ces endroits qui sont vraiment des mini-exploitations à des gigantesques exploitations de ce style-là. Et tu vois ça avec lui, mais bon, à travers un livre, mais tu visites ces endroits-là et je trouve que ça donne vraiment une vision plus réelle ou plus humaine, plutôt que super militant d'un bord ou de l'autre. C'est vraiment genre, je suis un dude qui a écrit un livre et j'ai décidé d'en écrire un autre pour une raison ou une autre sur ce sujet. Voici mon cheminement et voici les gens à qui j'ai parlé, voici les endroits où je suis allée, voici aussi des statistiques. Bon, les statistiques sont plus à jour, mais les statistiques sont probablement pires maintenant. mais c'est... Je pense que c'est d'essayer de comprendre la taille. Comme... Il n'y a personne à qui je parle qui consomme de la viande qui est OK avec des industries comme ça. Tout le monde pense que des industries de cette taille-là ou intensives sont inacceptables. Donc, il y a quand même cette conscience de non, c'est impossible que, je sais pas, la poule s'est promenée dedans un champ, puis la vache a été au soleil toute sa vie heureuse. Bon, je sais qu'elle meurt, mais c'est impossible que ça s'est passé dans un endroit comme ça, right? Si tu mettais 18 000 personnes à un endroit, on s'entend que les 18 000 personnes vivent pas bien dans une bâtisse essentiellement, right? Donc, je pense que au moins, s'il y avait cette réaction-là... on va rappeler qu'en plus, dans l'industrie laitière, malheureusement, sorry les dudes, hein, mais une vache, il faut la violer. Il faut lui faire naître un veau qu'on va lui enlever à la naissance pour qu'elle continue de produire du lait. Donc, l'industrie laitière est une horreur à plein de niveaux. Moi, j'ai découvert ces questions-là, surtout à travers un documentaire sur Netflix qui s'appelle Cowspiracy, qui est vraiment bien, sur la question des émissions, etc. Et surtout de la consommation liée à combien ça consomme une vache.
On est une émission non partisane, mais... Puis je l'ai dit la semaine dernière, et genre, en tant qu'individu qui écoute ceci, si t'es pas d'accord avec changer ta vie puis devenir vegan demain, moi, je vais pas venir te chercher. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie, puis that's okay. Ça te rend pas intrinsèquement une mauvaise personne. Il y a d'autres façons de faire des bonnes choses dans le monde, mais au moins en être conscient et poser des questions et peut-être changer un peu ici et là ses modes de vie pour créer moins de mal ou de peine dans le monde, c'est pas si mal. Ouais. Voilà. C'est ça qui est étrange. Moi, je suis vraiment partagé là-dessus parce qu'il y a la question du colibrisme que je déteste. Absolument. Tu vois, la question de faire peser la responsabilité sur les individus. Exact. Donc là, nous, on veut vraiment pas faire poser la question. Non, mais c'est ça. Je veux pas mais si on veut influencer les lois qui vont détruire ces endroits-là, et puis peut-être détruire l'exploitation animale à un moment parce que c'est moralement dégueulasse, dans des pays développés qui peuvent se permettre de faire autrement. Exact. Attention, on parle pas des gens dont c'est une nécessité. Non, on vit pas sur la toundra où il y a littéralement comme des phoques qui poussent, tu sais. C'est ça. Genre, exactement. Right? On peut faire autrement. Bref, moi, mon point de vue, sortir l'animal de l'équation de la vie humaine. Et puis... Mais genre, je veux pas que... Si t'as mangé une pizza la semaine dernière et tu dis « Oh my God, j'ai mangé une pizza avec du fromage puis du pepperoni dessus, je suis la pire personne du monde. » Non. Move on. Exact. Reste pas dessus là une fois que pas là une fois, là, t'as mangé d'autres pizzas dans ta vie, mais pense pas à ce moment-là en disant « Je suis la pire personne du monde. » Mais peut-être qu'une réflexion là-dessus est bien. Et le hic, c'est que c'est un trou noir. Hein. Si tu te mets à réfléchir là-dessus, et que tu vois plus les tranches de jambon, ou que tu vois plus uniquement les steaks, mais que tu vois l'être vivant qu'il y a derrière et son mode de vie, le voyage risque d'être intéressant. C'est pour ça que je recommande Eating Animals. Je sais pas du tout ce que c'est en français, mais c'est... Moi, ça m'a vraiment réconforté par rapport à des choses que j'ai vécues quand j'ai changé, pas juste ça, mais comme ma façon de manger, que vraiment, ça m'a fait comme... pas avoir les mêmes relations avec les gens parce que la relation qu'on avait était liée à la bouffe d'une façon ou d'une autre. Et enfin, voilà. Donc, je recommande fortement ce livre. Il va peut-être être bientôt l'heure d'appeler Olga. Je réfléchis. Est-ce qu'on peut repasser sur le plateau uniquement je demande à notre technicien chéri. Yes, le temps que je passe la bonne slide pour qu'on se garde ça. Et qu'on aille là. On peut peut-être faire ça avant vite fait. Oh yeah. Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je fais la... T'as vu passer ça? Oui. J'ai vu un extrait, et là j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Mais peut-être qu'il a raison. » Et j'étais comme « Oh non! » Je te laisse Maître Gims, c'est un artiste français qui fait de la musique populaire, appelons-le comme ça. Et il nous a fait une sortie sur les pyramides. Je viens de lire un article intéressant d'ailleurs. Des gens, parce qu'il a sorti un titre aujourd'hui, tu vois, qui s'appelle Hernán Cortés. Donc le célèbre conquistador espagnol. Et en fait, ce titre qu'il a sorti là, la miniature sur YouTube, il a mis les 3 pyramides avec un poteau électrique. Genre, il y a de l'autodérision dans ce que lui-même dit, tu vois. Excellent. Donc, je pense qu'il sait qu'il dit de la merde. J'espère qu'il sait. Mais je pense que... En gros, j'espère que c'est un coup de pub. Genre, tu sais, si tu dis une connerie, on va parler de toi et la bam. Exact. Ouais. Donc, en fait, pour tout dire, Maître Gims a dit que les Égyptiens, bien sûr, avaient l'électricité. Et il n'y a pas de façon de le prouver qu'ils ne l'avaient pas. Exactement. Bref, donc là, bien sûr, il y a tous les égyptologues, tous les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, qui ont dit, mais... Voilà, donc un délire complotiste. On va quand même noter que c'est pas le premier à soulever un peu des théories du complot là-dessus. Parmi les gens un peu influents en France, on avait Squeezie, qui avait sorti une vidéo... what the fuck, tu vois. Squeezie, il y a 4 ou 5 ans, qui avait sorti aussi une vidéo sur... en gros, il analysait... Je pense c'est un épisode de... Tu vois, les trucs à la con sur les extraterrestres sur Netflix, tu vois, ces séries... Ou sur RMC Découverte. OK. C'est des documentaires où ils essaient de créer la polémique ou la controverse sur un truc, tu vois. Voilà. Lui, il avait décrypté ça et il avait conclu en disant, on sait pas vraiment, blablabla. En disant, mais regardez les blocs de pierre, comment voulez-vous qu'ils aient fait ça sans machine, etc. Bref, ça, donc il a regardé Ancient Aliens, dont je suis une grande fan et que j'ai écouté en background pendant que j'étudiais. Et dedans,
il y avait la nouvelle théorie c'est la chose qui m'a fait le plus rire cette semaine. Et c'est que peut-être qu'il y avait des pyramides ou des monolithes dans certains endroits parce que ça, of course, ça amène de l'énergie de la Terre, etc. C'est en fait que les vaisseaux extraterrestres se mettraient au-dessus pour se recharger comme une batterie de Tesla pour repartir ensuite. Et je suis genre, non, guys! C'est l'épisode sponsored par Elon Musk. Genre, what the fuck? Et là, t'as un vaisseau au-dessus de Stonehenge en train de se recharger. Puis t'es comme, mais non! Bref, donc voilà. Donc magnifique. intéressant à noter. Il y a un coup de com' derrière ça. Oui. Mais il y a un coup de connerie par-devant. Et le truc, c'est que je pense que beaucoup de jeunes vont faire la différence entre de la connerie et puis voilà. Et les profs vont faire leur job. Et ce sera une occasion d'en parler. Ouais. Voyons-le comme ça. Ouais. Mais c'est pas cool de partager des conneries comme ça, tu vois. Non. C'est vraiment pas cool. Non. La deuxième news par rapport à l'Égypte, mais en fait, c'est même pas l'Égypte, le pays actuel lui-même. Non, ouais. C'est genre son ancienne, histoire là. et tout, tu vois. Alors, Netflix a sorti la première bande-annonce de Cléopatra, qui sera une série sur Netflix, une série documentaire. Et c'est une métisse noire, une femme métisse noire, qui interprète Cléopatra. Et ça trigger toute la droite et l'extrême droite du monde entier. Oh mon Dieu! D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis la miniature d'une vidéo YouTube qui en parle. They did it again. Ils l'ont refait. Ils ont rechangé notre histoire. Guys, Jésus, c'est un mec blanc depuis 2000 ans. Tout le monde s'en tape. L'extrême droite est contente. La droite est contente. Pas juste blanc aux yeux bleus. Non, mais blanc. Voilà, tu vois. À quel moment, tu sais, c'est ça le racisme systémique, les gars. C'est s'approprier des trucs en transformant des Arabes ou des Juifs en blanc. Yeah. Tu sais. Yeah. Et ensuite, une fois qu'on va changer quelque chose, en plus, Cléopâtre, désolé, mais Cléopâtre, elle est grecque à l'époque, oui. tu sais. Et surtout, elle a des origines africaines, nord-africaines et africaines, très peu connues de par sa mère. C'est-à-dire que son père est grec, c'est un des descendants et un des potes d'Alexandre le Grand, là, tu vois, qui est macédonien. Mais sa mère, on ne sait pas trop. Donc, en fait, ben oui, elle est métisse. Oh mon Dieu! Mais le fait que... Et puis, désolé, mais pour les gens, pour les francophones qui ont peut-être vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre... La première chose que j'ai vue en voyant Monica la pub... Bellucci, tu sais, elle est ni grecque, ni... Ah non, mais... c'est-tu pas Marion Cotillard? Non, c'est Monica Bellucci. Well... Bon, bref. Guys. Est-ce qu'on se rapproche de la Grèce? Marion Cotillard, c'est le tout dernier. Ah. Oui, non, mais c'est ça, dans le tout dernier, c'est Marion Cotillard qui joue le... Ah bah en plus, tu vois. tu sais, c'est la pub que je vois, puis je suis comme, OK, on continue avec beaucoup de variété dedans. Bref, donc voilà, un petit peu comme la petite sirène noire dont on avait parlé lors de notre toute première émission. Là, le trigger, c'est Cléopâtre qui, en plus, pour le coup, est un personnage historique qui existait. Non, mais c'est ça. Puis genre... who cares? Tout le monde s'en tape. Genre, c'est une émission Netflix. On va survivre, peu importe la couleur de la peau de la personne, mais si ça se rapproche peut-être plus à ce qu'elle aurait ressemblé versus genre Elizabeth Taylor avec une tonne de maquillage qui... Est-ce qu'elle joue bien ou non? Who cares? Encore une fois, c'est même pas à propos de ça. Ça produit fait que c'est genre un batch de gens blancs qui jouent toutes des Égyptiens. Mais c'est un problème. On appelle Olga? Yeah! On va aller en Afrique. Oui. Yes. Donc ça se peut qu'elle soit occupée. Peut-être qu'elle est encore dans son journal et que je suis en train de la... Non, mais c'est on est en train de la déranger, non. là. On est peut-être en train de la déranger de ouf, tu vois. Je vais réessayer un petit peu. Je vais juste lui demander si elle est correcte. Il n'y a pas de problème. Sinon, on a d'autres contenus pour vous autres, vous en faites pas. Ah bah attends, ouais, on pourrait parler de... Sinon, bah on pourrait parler de la France. Hein. Yep. Les retraites en France, grosse injustice. Hein. Si tu vois qu'elle répond, tu appelles. Pas de problème. Et donc, grosse injustice en France. Je sais pas si j'ai envie de... Bon, j'ai même pas envie de mettre le... Ouais, je peux... Tu peux repasser sur le plateau si tu veux, notre ami technicien secret. La France, je vous raconte juste l'histoire. La petite update. Ouais, la petite update de ce qui se passe en France. Donc, en France, Emmanuel Macron et son gouvernement ont persisté avec cette réforme des retraites pour équilibrer, soi-disant, le système des retraites qui n'est, on va le rappeler, c'est pas nécessaire, c'est pas en danger, mais ils décident de faire travailler tout le monde 2 années de plus, notamment les plus pauvres qui vont galérer, plus les femmes,
parmi les gens qui vont le plus galérer. Il y avait plein de manières d'équilibrer, notamment en demandant aux plus riches de contribuer. Bref, donc tout ça, on en a déjà parlé, je vous l'ai déjà raconté. Les syndicats sont unis, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, et ils sont bien chauds pour que ça ne passe pas. Emmanuel Macron, ah oui, au fait, j'ai oublié un truc. Emmanuel Macron, tu sais qu'avant la présidentielle, il n'a pas accepté de débattre avec les autres candidats au premier tour. Oui, je me souviens de ça. Yes. Donc puis en fait, tout le monde était genre, OK, c'est normal. Genre, non. Ce mec qui a Genre, je suis déjà président, donc vous savez ce que j'ai à dire, merci, bye. Dans un monde profondément divisé, tu vois. Ouais. Et en fait, puis même, une fois après que les gilets jaunes, tu vois. Une fois que t'es en élection, oui, OK, t'as quand même le titre actif, mais t'es quand même un candidat normalement à juste titre que tous les autres. Là. Exact. Donc en fait, ce qui était un peu incroyable, c'est que ce mec qui parle du débat comme étant sain dans la société, en fait, il a jamais débattu à aucun moment. Il y a aucun contradicteur avec lui. Ah, bah du coup, attends, je vais ouvrir à notre invité. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai ouvert. Ah oui. Yes. Excuse. C'est moi et la technologie, je sais pas. Non, c'est correct. Donc bref, Emmanuel Macron, hier, il y avait un rempart pour les manifestants puisque la loi aurait pu être jugée ce qu'on appelle inconstitutionnelle. Or, les gens qui étaient chargés de ça, c'est que des gens de plus de 64 ans qui ont déjà leur retraite, qui gagnent plus de 10 000 balles par mois, et ils ont dit, non, en fait, c'est OK, vous pouvez y aller. Du coup, la France s'enfonce de plus en plus dans la crise, et on va voir des actions de plus en plus intéressantes de la part des manifestants. Bien. On aurait pu remettre un bout de gilet jaune, là, mais globalement, ça risque d'être chaud. On va rappeler aussi une chose, c'est au moment de son élection, Emmanuel Macron lance en 2017 sa candidature à l'élection, avec notamment un bouquin qu'il écrit. Le titre de ce bouquin, c'est Révolution. On est dedans, mon pote. Oups. On est dedans. Je suis en train d'essayer de me demander s'il n'y a pas eu un changement d'heure au Cameroun. Oh non. C'est possible. Je serais vraiment désolé. Quelle heure il est à Yaoundé? Si tu me dis qu'il est... Non, c'est ça. Ok, ça va. 45. Putain, j'ai eu peur. Je vais essayer de la rappeler une fois. Ou bien je l'avais appelé avec Messenger l'autre fois. J'avais fait ça. Je sais pas. Putain, je ne sais Est-ce plus. que tu as lu le livre que Emmanuel a, entre guillemets, écrit? Révolution? Non, je l'ai pas... Cadeau d'anniversaire! Non. Non, j'ai pas envie. En audiobook, lu par Emmanuel Macron. Je vais voir si... Alors, est-ce qu'elle est disponible? Non, je l'avais bien appelé avec l'application qu'on utilise. Non, c'est correct, on va faire sans nouvelles. On le fera peut-être en deuxième partie. Yeah. Tu vois, en introduction de deuxième partie, on fera peut-être la partie sur l'Afrique. Yeah. Et on peut conclure du coup avec les bonnes nouvelles. Je te laisse introduire les bonnes nouvelles de la semaine. Je vais juste accueillir notre invité. Une seconde. Pas de problème. Ouais. J'arrive tout de suite. Oui. Donc, une des nouvelles, c'est que... Et ça faisait un petit moment que ça passait, mais en fait, j'ai vu une publicité pour ça l'autre jour. Et c'est que les travailleurs de la fonction publique sous un syndicat spécifique, donc ça inclut plein de différents groupes, mais entre autres, en Nouvelle-Écosse, ça inclut les concierges des écoles. Ils ont voté en faveur d'un mandat de grève. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils partent en grève demain. Ça veut dire qu'ils ont voté pour que le syndicat ait le droit de lancer une grève, à suivre ce que ça donne, à suivre si des travailleurs essentiels du genre, on ne veut pas prendre le risque qu'ils aillent en grève et on écoute ce qu'ils ont à dire. Donc, ce sera à suivre à ce niveau-là. Et la grève, le mandat a été accepté pour jusqu'à 6 mois de grève. 6 mois sans concierge, on peut penser ce qu'on veut, mais moi, ça me ferait peur. En tout cas, à travailler dans l'événementiel, je peux vous dire une chose, c'est que s'il y a une personne avec qui vous voulez être ami... C'est le concierge. Oh yeah! Number one personne à qui parler dans un lieu, c'est la personne qui sait où est tout, leur demander de quoi ils ont besoin, etc. Pro tip. Exactement. Donc,
C'est intéressant de voir que cette grève se monte au niveau fédéral, aussi au niveau provincial, dans des endroits plus locaux, comme là on est en train de le voir en Nouvelle-Écosse. Ouais. C'est un bon signe pour les travailleurs aussi, qui, on va le rappeler, que un des arguments principaux du syndicat, c'était les travailleurs ne peuvent plus attendre. Mhm. C'est genre, en gros, l'inflation a heurté les travailleurs de manière violente, c'est-à-dire que les gens payent très cher pour tout, et malheureusement, leurs salaires n'ont pas augmenté. Donc du coup, à quel moment, quel est ton seul moyen de pression ? Pourquoi on l'a mis dans les bonnes nouvelles ? Parce que pour certains, ça va peut-être être une mauvaise nouvelle. Pour nous, on pense que c'est un bon signe. On pense que c'est un bon signe parce que, un peu à l'image de ce qui se passe à travers le monde, les travailleurs commencent à se réveiller un petit peu en se disant... L'inflation, j'ai pas uniquement... les gens se disent que l'inflation n'est pas uniquement liée aux matières premières, pas uniquement liée à ça. En France, il y a quelque chose qui a été montré qui est super intéressant, c'est que avant, un peu comme en Belgique, les salaires sont indexés sur l'inflation. C'est-à-dire qu'en gros, si ce que tu aurais payé $100 avant, ça coûte $110, c'est-à-dire qu'il y a 10% d'inflation, le salaire augmente de 10%. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des économistes libéraux qui disent oui, mais si vous faites ça, il va y avoir une boucle, puisque t'augmentes les salaires, ça veut dire t'augmentes les prix. Donc, comme t'augmentes les prix, t'augmentes les salaires, et il y a une sorte de boucle. Donc, non, ça n'arrive pas. Tu vois, ou de manière très minime, et c'est rattrapé par l'entièreté. Puis, et les gens pour qui ça fait une vraie différence, c'est pas les personnes comme Galen Weston qui a eu une belle augmentation de quelques milliards de dollars. C'est pas les super riches qui managent justement les endroits où on peut plus s'acheter de la nourriture à un prix correct parce que tout est super cher. Tu devrais pas crever de faim parce que tu peux pas t'acheter des pâtes. Tu devrais pas crever de faim, point. Mais c'est ce que je veux dire. Et là, on voit que les personnes qui sont les gérants de ça sont en train de se faire un énorme montant d'argent pendant que le reste des gens, comme ceux qui viennent de lancer un mandat de grève, c'est eux qui sont en train de dealer avec les répercussions, puis c'est pas correct. Justement, cette boucle prix-salaire, elle ne rentre que très rarement en résonance et en gros ça augmente. Par contre, ce qu'on est en train d'observer, et c'est la Banque mondiale qui l'observe, plus des observatoires économiques, il y a une boucle prix-bénéfice. Donc en gros, prix-dividende, c'est-à-dire que les gens qui possèdent les entreprises, donc les capitalistes, en gros les possédants, voilà, et il y a une sorte de boucle qui se met en place entre les bénéfices et les prix, qui font que visiblement l'un attire l'autre. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de l'économie, de l'argent qui rentre dans des caisses de gens qui n'en ont pas vraiment besoin, tu vois, alors que ça pourrait aller aux travailleurs. Ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, alors ça a été créé il n'y a pas longtemps, vous le voyez à l'image, Vomi Acadien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un compte Instagram et je ne sais plus comment c'est décrit exactement, mais je sais que c'est le mot shitposting que j'ai apprécié. Nous, on l'a appelé Safe Space, si tu veux share ta frustration ou tes good vibes vis-à-vis de l'Acadie. En gros, c'est ça. Je pense que c'est ça le but. C'est nouveau, donc c'est difficile à dire, mais à date, c'est vraiment genre les gens ont partagé des frustrations ou des trucs qu'ils ont remarqués. Et là, après ça, il y a des questions qui sont posées, puis les gens peuvent partager leur avis, leurs idées, leurs mauvaises expériences. Et ensuite, c'est partagé, mais tout est anonyme parce que c'est pas pour s'enlever de la responsabilité, c'est parce que l'Acadie, c'est petit, comme n'importe quel milieu où tout le monde se connaît plus ou moins, mais surtout l'Acadie francophone est vraiment petite. Puis si tu dis une chose contre une personne, t'as dit une chose contre, du coup, 25 personnes. Et est-ce que tout le monde est relié d'une façon ou d'une autre? Puis là, tu peux plus te trouver d'emploi. Tu peux plus de n'importe quoi. du coup, je pense moi que c'est des soupapes qui sont nécessaires pour exprimer des choses. Donc, je pense vraiment que c'est nécessaire. Donc nous, si vous êtes intéressés pour essayer de voir un petit peu là où en est l'Acadie alternative, moderne, jeune, qui se pose des questions, parce que ça pose toujours des débats et puis les discussions sont intéressantes. Du coup, n'hésitez pas à aller suivre ce compte. On fait un petit peu de la pub. Et alors, attendez, un truc. Quand on dit anonyme en Acadie, c'est jamais vraiment anonyme. Sauf que pour le coup, là, donc on a contacté Vomi Acadien et on ne sait pas en fait. Non. Puis
On sait pas qui est-ce qui run ce compte Instagram. Et... Moi, pour l'instant, tout le monde que j'ai contacté que je pensais que c'était a dit non, c'est pas moi. Ce qui inclut... Et c'était en fait un de nos sujets au début du show. C'était Confession acadienne, qui est un autre compte que je recommande fortement. Yeah. C'est un peu différent. C'est vraiment l'idée que tu vas te confesser une frustration ou ça peut être quelque chose de vraiment deep. Yeah. Et c'est anonyme. Mais c'est ça, c'est l'idée que... Là, on sait ce qui le fait. Mais c'est ça, c'est l'idée que juste t'as besoin de t'exprimer. Que ce soit quelque chose qui est vraiment grave ou non. Ça peut être quelque chose de complètement stupide. Le dernier de Confession acadienne, c'est genre... la bouffe est pas bonne à la cafétéria de l'université et c'est parce qu'ils arrêtent pas de couper l'argent puis après ça, ben, le staff est pas content puis tout le monde change, etc. C'est con, mais des fois, t'as besoin de le sortir et si tu le sors en personne, ben, l'université va pas réagir de la même façon à toi. Exact. Je vois qu'Olga est peut-être connectée. Est-ce qu'on retente? Sure. Peut-être que ça va marcher. Sinon, on le fera en deuxième partie, c'est pas grave. Yeah. Allô? Allô? Comment ça va, Olga? Allô? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Très bien. Du coup, on va commencer ce tour d'actualité en Afrique. Tu voulais nous parler, dans un premier temps, de Meta, qui s'intéresse un petit peu aux influenceurs en Afrique? Tout à fait. Tout à fait. Alors, Meta a décidé d'accompagner la nouvelle génération de créateurs de contenu africains. Il s'agit en effet des campagnes de formation et de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux qui se déroulent sous la forme de concours en ligne. Et précisons donc que ces campagnes ont été lancées par la firme américaine en Afrique subsaharienne. Ainsi donc, les créateurs de contenu sont cependant invités à adopter des pratiques d'influence plus responsables. Et du coup, quel est l'objectif de Meta en soutenant ces influenceurs? Est-ce que tu nous entends? Allô? Oh my non. God, today is not the day. Allô? Salut Olga? Allô? Tu nous entends? Salut! Tu nous entends? Oui, je t'entends. Ok, alors quel est l'objectif de Meta de soutenir les influenceurs? Alors, l'objectif de Meta est de créer un écosystème en ligne qualifié par la firme de positif au sein duquel les influenceurs du continent africain peuvent s'exprimer librement et développer leur créativité tout en générant des revenus grâce à leurs activités. Et par ailleurs, il faut préciser que Meta entend donc ainsi mener une lutte renforcée contre les tentatives d'abus sur les plateformes sociales. OK. Et ensuite, on partait au Kenya. Oui, au Kenya, voilà, on a donc une bonne nouvelle pour les populations du Kenya. Dans la vallée du Rift, la vapeur géothermique est désormais captée pour produire de l'eau potable et faire face aux pénuries aggravées par la sécheresse. Il faut dire que sans les réservoirs thermiques, la population est souvent obligée de parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau. Et précisons ici que les tuyaux sont reliés à d'immenses réservoirs inclinés au-dessus du sol où la vapeur se condense en eau. Wow! Nice. Comment est-ce que cette technologie est perçue par les Kenyans? Alors, c'est plutôt donc une très bonne nouvelle pour ces populations qui sont, il faut le préciser, victimes de beaucoup de problèmes d'eau. Pour elles, la vapeur d'eau étant disponible toute l'année est donc une très bonne initiative du gouvernement qui a aussi alloué des terres communales où les villageois récoltent la vapeur. Wow! Alors, on part ensuite au Maroc avec une nouvelle un peu moins positive, notamment l'histoire de cette fillette qui a été violée au Maroc par trois hommes. Tout à fait, c'est une triste nouvelle. Alors, les 3 accusés dans une affaire de viol à répétition d'une fillette au Maroc ont nié jeudi dernier les faits durant leur procès. On appelle les accusations portées à leur encontre. Face donc aux questions du juge, du parquet et de la partie civile, ils se sont entêtés de nier l'ensemble des accusations devant la cour d'appel de Rabat. Rappelons donc que la victime est une mineure âgée de 11 ans au moment des faits et qui en a 12 aujourd'hui.
Elle s'appelle Sanaye et a sous la menace dans un village près de Chifet, dans la région de Rabat, ce qui a entraîné une grossesse. Wow. Et de quelle peine ils ont écopé? Les prévenus, donc, les 3 prévenus âgés de 25, 32 et 37 ans ont occupé d'une peine jusqu'à 30 ans de prison ferme selon le code pénal marocain. Et précisons que cette affaire a fait scandale en raison de la clémence des peines prononcées après la condamnation en première instance des 3 hommes le 20 mars à 2 ans de prison ferme l'un et 18 mois ferme pour les autres. Wow. Incroyable. Et on peut conclure avec une bonne nouvelle pour le secteur aérien africain. Tout à fait, on va donc terminer par cette actualité plutôt bonne en Afrique. Alors, la situation s'améliore pour les compagnies aériennes africaines et le trafic serait même quasiment revenu très actif. Cette reprise est principalement due à la recouverture des lignes internationales. C'est en effet que partie. Je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là, c'est correct. C'est correct. Je pense que en plus le samedi c'est plus stressant pour tout le monde, notamment donc Olga présente les actualités à Yaoundé au Cameroun. Elle vient juste de finir son journal, c'est ce qui explique toutes ces choses-là et tout. Et donc intéressant, on rappelle les 3 actualités. D'une part, Meta qui commence à s'intéresser aux influenceurs africains. Vraiment intéressant. Super cool. On connaît. C'est Meta Evil, etc. Mais c'est intéressant et c'est cool de voir que on est conscient qu'il y a des créateurs en Afrique. De contenu en Afrique. Et c'est cool, ça c'est très cool. Exactement. Ensuite, le Kenya, super nouvelle. Aussi, l'utilisation de la vapeur d'eau pour récupérer de l'eau. C'est fascinant. Pour permettre à des gens de ne pas faire des centaines de kilomètres pour aller accéder à l'eau. Cette histoire de fillettes violées, je trouve ça intéressant que le débat est pris dans la société pour qu'il y ait une demande de peine plus importante. Et enfin, le secteur aérien. Positif. On sait ce qu'on en pense du secteur aérien en général, mais n'empêche que dans les pays où c'est une des manières de voyager, c'est nice. On va clore là-dessus. Ah bah attends, Olga nous appelle, peut-être pour dire au revoir. Allô Olga? Allô Olga? Oui, allô? Ouais, on était en train de conclure la première partie. Du coup, on va juste te dire au revoir. Quel temps il fait à Yaoundé aujourd'hui? Alors, nous sommes toujours en saison des pluies. Même Valentin, là. Est-ce que, je me demandais, est-ce que tu as justement des influenceurs ou des créateurs de contenu africain que est-ce que tu en as un coup de cœur en ce moment que tu aimerais nous partager? Alors, comme créateur de contenu, je peux partager, j'aime bien Quincy Breezy, je sais pas, elle fait des vidéos drôles, on fait des théâtres qui inspirent également, qui édifient les populations. Donc, c'est elle particulièrement que j'aime et je suis beaucoup. Cool, merci. Nice. Merci Olga, on va te laisser du coup profiter de ta soirée à Yaoundé et on se retrouve du coup, bientôt pour une prochaine. D'accord, merci beaucoup, bonne suite à vous. Salut Olga. Merci à toi. Bye. Cool, voilà, on aura réussi à conclure. C'est nice. On va clore là-dessus et on se retrouve avec Sébastien Labelle juste après. On va parler culture, on va parler politique, on va parler travailleurs. C'est nice. À toutes. Bye.